Bon, aujourd'hui j'ai fait une perme. Je me suis attaché les cheveux, j'ai fait un petit chignon. J'aime bien, j'avais chaud. Désolée, ma caméra était tombée. Perme. J'ai un peu perdu du visage, hein, j'ai l'impression. En fait, il me manque juste mon double menton. En fait. Ouais. Il me manque juste mon double menton pour que ce soit nickel. J'ai eu une perme avec Tania et John. Où on va aller au resto, puis après on a improvisé. Et j'étais pas spécialement à l'aise au début, dans le sens où déjà le sommeil en ce moment c'est une catastrophe. J'ai beaucoup parlé avec Gemini et il pense qu'en fait c'est mon système nerveux qui se met en état d'alerte à partir d'une certaine heure où le taux de cortisol commence à élever dans le corps. Vers 3-4 heures, il m'a dit que c'est l'heure générale vers laquelle le cortisol il commence à augmenter chez les gens et où le cortisol est très élevé le matin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manger le matin ou qui ont des sensations de nausée. C'est parce que c'est là où le taux de cortisol est le plus élevé le matin. Et en fait, j'ai des gros problèmes de sommeil. Ça fait un mois en fait, mais ça fait un mois que j'en parle pas au psychiatre parce que les infirmiers, notamment Pierre, il me dit que voilà, c'est peut-être mon cerveau qui a un rythme de sommeil comme ça, sauf que non, c'est pas le cas. J'ai repéré l'élément déclencheur. C'est depuis que je suis montée à l'étage, depuis qu'on m'a donné une chambre à l'étage. Et à l'étage, il y a quoi? Il y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bureau des infirmiers. Et moi, j'avais ressenti une angoisse quand on m'a dit de monter à l'étage. J'ai ressenti une angoisse qui n'a pas pris de l'ampleur de ouf, mais peut-être qu'inconsciemment, ça a pris de l'ampleur sans que je me rende compte. Avec une angoisse que je vais être loin du bureau des infirmières et que s'il m'arrive un truc, en fait, je suis toute seule, je suis complètement isolée. Et en fait, depuis que je suis montée à l'étage, j'ai aucune difficulté à m'endormir. Je m'endors hyper rapidement. Ça, il n'y a aucun problème. Je me sens même pas m'endormir, en fait, tellement je m'endors comme ça d'un coup. Par contre, j'ai une horloge biologique, c'est-à-dire que je peux me coucher à minuit comme à 21h, en fait, ça va rien changer. Je me réveille à 3 ou 4 heures du matin. Et c'est de pire en pire. Au tout début, quand je suis montée à l'étage, c'était vers 6h30. Et c'est de pire en pire, ça s'allonge de pire en pire. Et le truc, en fait, c'est que impossible de me rendormir. Et en fait, je me réveille pas en état d'angoisse, etc. C'est ça que je comprends pas. Et que Gemini m'a fait comprendre, il m'a dit que quand on a un TSPTC, donc stress post-traumatique complexe et un TDI, en fait, souvent, on va pas forcément être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais que selon lui, en fait, il y a une part qui se réveille instantanément vers 3-4 heures du matin, parce que il y a plusieurs choses. Il y a le taux de cortisol qui commence à arriver, et puis il y a aussi, je sais plus ce qu'il m'a dit d'autre, mais qu'en gros, il y a une alarme dans mon cerveau, il y a une part hyper vigilante qui s'allume vers 3-4 heures du matin. Même si je ressens pas d'angoisse, en fait, c'est l'autre truc qui ressent des angoisses qui vient pas trop sur moi. Et du coup, impossible de dormir. En fait, ça devient un calvaire. Ce matin, j'en ai pleuré devant l'infirmière, tellement en fait, ça devient une source de mal-être. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, la part sociable, elle est plus trop là. Parce que la part sociable, c'est comme ça aussi, en fait. Elle est toujours là au début, sur une certaine durée, pour m'aider à me sociabiliser, en fait. Et au bout d'un certain temps, elle va beaucoup moins prendre de place jusqu'à disparaître, entre guillemets, se mettre vraiment en mode sommeil. Et du coup, là, elle est plus vraiment là. Et avec mes problèmes de sommeil, ça fait que... Et le fait que Chanel soit partie, je me tapais des fous rires tout le temps avec elle, je rigole plus, je suis un peu sur les nerfs parfois, je sens vraiment là le sommeil, ça commence à me... Mais j'en ai jamais parlé à un psychiatre parce que l'infirmier Pierre notamment, il me disait c'est sûrement ton... Voilà, du coup je me disais il a peut-être raison, voilà. Sauf que là c'est trop, et qu'en fait j'ai repéré l'élément déclencheur, que c'est vraiment quand je suis montée à l'étage. Donc il y a vraiment un truc dissociatif en fait. Surtout qu'il faut savoir que les heures de 3-4 heures du matin,
C'était toujours vers ces heures-là, durant mon adolescence, où une autre part se réveillait constamment pour aller bouffer, etc. Alors là, je me réveille pas pour aller bouffer ou quoi. Pas du tout. Je suis dans mon lit, je me fais chier à mort, etc. Mais tout ça pour dire qu'en fait, j'ai déjà par le passé eu une part qui se réveillait tout le temps à ces heures-là, quand je faisais pas d'amnésie. Comme j'ai dit dans une vidéo, quasiment très souvent la nuit, je faisais des amnésies complètes, de blackout la nuit, où je trouvais des preuves que j'avais fait des choses la nuit, mais voilà. Mais aussi parfois et souvent, en fait, ça alternait avec une part qui me réveillait en sursaut, toujours vers 3-4 heures du matin, et qui me faisait aller, où j'avais aucun contrôle sur mon corps, et qui me faisait aller dans le frigo, défoncer le frigo. Et donc je me dis, c'est peut-être lié, en fait, c'est peut-être lié, peut-être que c'est ce que Gemini m'a dit, peut-être que mon corps, en fait, il a retenu cette heure-là, et qu'il y a une insécurité, il a retenu cette heure-là, je sais pas. Là, ils ont essayé de me mettre de l'Imovan, ça me fait que dalle. Ça me fait que dalle, donc là, je vois la psychiatre demain, franchement, j'avais eu ce même problème en 2019, en fait. J'avais jamais réussi à régler ce problème-là depuis toute mon adolescence, ou depuis très jeune, depuis l'âge de 10 ans, ouais. Où vraiment, hormis les nuits où je faisais des blackouts complets, là je parle vraiment des nuits où il n'y avait pas de blackout complet et où je voyais vraiment une part prendre le contrôle de mon corps et aller dans le frigo. Cette part-là, elle se réveillait toujours vers 2, 3, 4 heures du matin. Et en 2019, quand j'ai été hospitalisée, on m'a donné du Theralène 50 gouttes. Donc c'est un truc énorme. Moi, quand les autres patients, je leur disais que je prenais 50 gouttes et que le matin, j'étais même pas shootée, ils me disaient, mais putain, t'es une alien. Parce qu'eux, ils prenaient à peine 10 gouttes, ils étaient shootés le matin. Moi, je prenais 50 gouttes, j'étais pas shootée. Et en fait, je pense que ça endormait la part, en fait, parce que ça a réglé... cette horloge biologique, en gros. Et là, je sens que ça reprend. Ici, depuis que je suis au premier étage, ça reprend. Alors, c'est pas la part hyperphagique, mais c'est un autre truc qui se sent pas en sécurité, je crois. Et du coup, là, je vais lui demander du Theralène, mais là, je vais pas lui demander des petites doses. Je sais que 10 mg, ça va rien me faire. Là, je vais lui demander, on essaye 30 ou 35 gouttes déjà. Parce que là, moi, je peux pas. Là, je vais reprendre de l'Imovan ce soir, mais bon, ça va rien me faire, encore une fois. Non, là c'est plus possible, ça joue sur mon état mental parce que du coup j'étais fatiguée, donc du coup j'étais pas forcément moi-même au tout début quand j'étais au resto avec mes potes, surtout que moi j'ai un peu une angoisse de performance, et ça je pense que ça vient de comment ma famille me traitait vs comment traitait ma sœur. Moi, ma famille me reprochait souvent de ne pas parler, d'être trop introvertie, et me comparait très souvent avec ma sœur qui, elle, parle beaucoup, est très extravertie, etc. On me faisait beaucoup de reproches, surtout ma grand-mère, par rapport à ça. Et en fait, je me rends compte que ça a vraiment créé un trauma à l'intérieur de moi, ce qui fait que maintenant, j'ai des angoisses quand je suis avec des amis. Il faut absolument que je trouve des sujets de conversation, que je sois celle qui parle, etc. Sauf qu'en fait, ça amplifie mon stress et du coup, en fait, je n'arrive pas à trouver de sujet de conversation et donc du coup, je suis bloquée, je suis figée et j'ai toutes les pensées qui me disent putain, mais je suis ennuyante, ils vont s'ennuyer de moi, ils vont arrêter d'être potes avec moi. Enfin, c'est tout un cercle vicieux. Encore une fois, ça dépend de la part avec laquelle je suis parce que la part sociable, elle a aucun problème à voilà. Et comme quoi, il faut faire très attention. Je veux dire, moi j'étais introvertie, mais qu'avec ma famille en fait. Quand j'étais avec mes potes et tout, j'étais pas introvertie. Et ça, encore une fois, ils m'ont mis une étiquette en fait, sans connaître le réel moi. En fait, si je parlais pas avec eux, si j'étais très introvertie avec eux, c'est parce que je me sentais pas en sécurité auprès d'eux en fait. Alors que auprès des personnes avec qui je vais me sentir en sécurité,
bah, il y a énormément de personnes qui me décrivent comme une personne très joviale, qui rigole tout le temps, qui est drôle, etc., qui parle tout le temps. Le référent Cédric à la résidence, souvent, il m'a dit pour rigoler, hein, mais il me disait « Ah, tu parles trop ». Mais parce qu'en fait, ça dépend dans l'environnement dans lequel je suis. En fait, et ça revient vraiment à l'ancienne vidéo où je disais que ma famille, son problème, c'est qu'ils te collent des étiquettes sans aller chercher, sans aller questionner derrière. Et ma grand-mère qui s'est dit être très psychologique, ma grand-mère souvent elle se vantait du fait qu'elle est très psychologique, etc. Mais pas du tout. Elle est psychologique en surface. Quand il suffit d'aller dans l'introspection, pas du tout. Il y a juste à voir comment elle minimise tous les abus qu'elle a vécus par sa mère. Une fois, elle m'a sorti, on était dans la voiture, elle me parlait de sa mère, qu'elle la frappait, enfin vraiment grosse négligence, gros abus vécu par sa mère, et en fait elle la défendait, parce que là, du coup, sa mère est morte, et en fait elle la défendait, elle excusait ses comportements, elle disait oui, mais elle était comme ça parce que ma grand-mère, en fait, elle a perdu son frère très jeune, et en fait elle excusait le comportement de sa mère envers elle parce que sa mère avait perdu son enfant, et donc du coup ça justifiait en gros tout ce qu'elle a fait subir à ma grand-mère. Donc tout ça pour dire que je suis née dans une famille qui minimise les traumas, et du coup ça m'étonne pas du tout que ma mère en fait minimise la maltraitance qu'on a vécue. Et la maltraitance, moi ma psychologue libérale qui qualifie de torture, et la psychologue d'ici qui qualifie de crime. Donc voilà, ça explique ces... D'ailleurs, elle m'a demandé, la psychologue ici, elle m'a demandé si c'était transgénérationnel dans ma famille, elle m'a demandé si d'autres membres de ma famille ont vécu des traumas. Abus, je ne sais pas, je pense. Il y a très fortement de chances, sauf que ça, je pense que je le saurai jamais. Par contre, abus physique, il y en a eu énormément, transgénérationnel, négligence émotionnelle, abus psychologique aussi, énormément. Donc il y a un aspect très transgénérationnel. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Je me suis égarée. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Et après, en fait, ça m'a... Je fais une vidéo, Kat. Je fais une vidéo. Comment tu vas? Bof, je fais une vidéo là. Je te raconterai après. Ça s'est bien passé? Je te raconterai après. D'accord. Je sais même plus pourquoi ça y est, j'ai un gros blackout. Je sais plus du tout ce dont je parlais. Pourquoi je faisais cette vidéo? Pour parler de ma perme, mais j'arrive pas à savoir comment je suis arrivée à parler de ma grand-mère et tout. Étiquette, introvertie. Ah oui, donc du coup ça vient de... J'ai de grosses angoisses de performance. En fait, dès que je suis avec des amis ou... Parce qu'en fait, on m'a trop comparé avec ma sœur, on m'a trop reproché d'être introvertie, alors qu'en fait, c'était pas mon identité propre, en fait. Ça dépendait juste de l'environnement dans lequel j'étais. Et parce qu'à la preuve, à la résidence, je parle énormément, je le reconnais, je suis une vraie pipelette. Donc voilà, j'avais beaucoup cette angoisse de performance avec mes potes, mais après ça s'est fait tout seul, et ils avaient de la discussion aussi, du coup ça m'a mise à l'aise, etc. Voilà, généralement pour enlever cette angoisse de performance, il faut que vraiment les autres m'aident à trouver des sujets de conversation, et où là, voilà, parce que sinon en fait je me mets dans un tel état de stress que ça me paralyse de l'intérieur et que j'arrive pas à parler. Ça c'est très compliqué, c'est pour ça que je stresse toujours de faire des activités à deux, avec une seule personne. Parce que ça génère beaucoup d'angoisse de performance, où il faut absolument que je sois celle qui soit drôle, celle qui parle, qui ait toujours un truc à dire. Mais ça vient vraiment des traumas où on m'a comparée avec ma sœur toute ma vie, et tout ça. Et donc c'est pour ça, oui, faire très attention, ne jamais comparer les frères et sœurs, en fait. Ça peut créer des traumas. Ne pas reprocher à quelqu'un son comportement, en fait. Enfin, c'est comme ma grand-mère, souvent elle reprochait à mon grand-père d'être casanier, mais enfin
c'est dans son comportement, quoi. C'est comme il est, quoi. Il est casanier, il est comme ça, quoi. Il n'y a pas de mal à être comme ça. J'ai l'impression qu'avec eux, il faut vraiment avoir une certaine personnalité, quoi. Il y a vraiment de l'intransigeance aussi. Il y a vraiment beaucoup d'intransigeance. Enfin, de toute façon, ma mère me l'a dit, hein, que ses parents ont une éducation très très dure avec elle, mais elle minimise beaucoup. En fait, pour elle, elle a eu une enfance sans trauma, sans rien, mais déjà quand tu dis qu'elle a eu une enfance très dure, enfin déjà quand je vois comment sont mes grands-parents, elle a été négligée émotionnellement plus, et je pense qu'elle a eu pas mal d'abus psychologiques aussi. Je pense abus physiques aussi, je pense que mes grands-parents étaient peut-être du genre à donner des fessées et des claques, je pense. Je les vois bien faire ça. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, côté émotionnel, c'est sûr qu'elle a des traumas. Sauf qu'elle est dans un déni pas possible. Et moi, je suis vraiment contente d'être la seule dans ma famille qui soit pas dans ce déni-là, parce que c'est que comme ça que tu es capable de changer ta lignée, en fait. Et vraiment de permettre à ta lignée d'évoluer. Et je suis fière d'être cette personne-là, en un sens, en fait. Même s'il y a encore beaucoup de boulot, je suis fière. Et tout ça pour dire que ça s'est bien passé. Je me demandais comment j'allais, je leur ai dit que c'était compliqué. Et après, Tania m'a révélé quelque chose de comme quoi Chloé sera en couple. Et là, je suis tombée des nues. Déjà, je suis sûre qu'elle est retournée avec son ex toxique. Je suis sûre que son ex toxique, il est revenu vers elle. Et elle est retombée dedans. Ou alors, c'est très bizarre. Elle s'est mise en couple juste après notre rupture de contact. C'est bizarre. Mais ça m'a... J'arrêtais pas de cogiter, j'arrivais pas à profiter de l'instant présent au restaurant, j'arrêtais pas de cogiter parce que je me disais, en fait, je suis tombée de 10 000 étages en mode, je souhaite pas à une personne qu'elle souffre, mais j'espérais en fait que Chloé ressente un minimum d'intérêt pour moi dans le sens où qu'elle ressente un certain manque, mais là ça me prouve juste qu'en fait j'avais raison depuis le début. Et que quand elle essaie de me faire passer pour une personne toxique, en fait, j'avais vraiment raison depuis le début. Il n'y avait que moi qui tenais la relation, il n'y avait que moi qui tenais à elle. Parce que c'est pas possible que tu passes comme ça du jour au lendemain, que tu oublies une personne comme ça. Enfin, moi, j'ai carrément dû être hospitalisée et savoir qu'elle, elle vit sa vie normale, ça me tue. En fait, ça me tue. Je dis pas que je souhaite qu'elle souffre, pas du tout. C'est juste que ça me tue, cette injustice, en fait, où certes, j'ai des torts dans notre histoire, dans le sens où je lui ai trop couru après, alors que j'aurais dû stopper notre relation directe quand j'ai vu qu'elle me traitait pas bien. Mais c'est pas des torts de ouf que j'ai eu en fait. À aucun moment je lui ai manqué de respect, j'ai toujours tout fait pour la protéger, j'ai toujours essayé de rester un minimum loyal envers elle. Enfin, c'est pas des torts de ouf. C'est juste des torts qui me permettent de travailler sur moi et de déconstruire certains schémas pour en obtenir de plus sains. C'est-à-dire fuir les profils fuyants, en fait, chaud-froid, etc. quoi. Partir dès que voilà, tu vois, ne pas courir après. Et du coup, j'ai cogité, j'étais vraiment pas bien de savoir qu'en fait, moi, je suis au bout du trou, que je suis là à me faire des films dans ma tête, à me dire que ça se trouve, en fait, je lui manque, que peut-être que quand on va se revoir, peut-être qu'elle va s'excuser, peut-être qu'elle va vouloir qu'on se réconcilie. Et en fait, je me rends compte que pas du tout, en fait, elle continue sa vie. Et c'est ça qui me fait du mal, en fait, c'est que je suis la seule à souffrir, en fait. Ou alors elle le cache très très bien, parce que Chloé déjà elle a un ascendant Capricorne, donc elle cache très bien les choses. Les émotions, elle est fuyante par rapport à ça. Le truc c'est que bon, déjà vu comment elle est émotionnellement immature, sa relation elle va être très toxique, je pense. Dans tous les cas, si c'est son ex toxique, ça va faire, elle reproduit le schéma constamment. Là il y a un côté de moi qui a envie de la sauver en fait, qui a envie de la sauver et de lui dire mais putain, mais arrête de sortir avec ce mec si jamais c'est lui, hein. Mais
Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de mal et je pense que ça a créé beaucoup de dissociation chez moi. Chez moi, ouais. Parce que j'ai eu une grosse amnésie. Et ça m'arrive très rarement les blackouts complets. Et là, j'en ai eu un face à mes potes. Quand on est parti au jardin des Ibis après pour jouer à des jeux de société. Je ne me rappelle pas de... J'ai un gros blackout. C'est-à-dire, je me revois, on met le drap, on commence à jouer aux jeux de société et après, j'ai gros blackout. Et après, je reprends comme conscience. Et là, en fait, mes potes, ils me disent une phrase, ils me disent « Mais putain, mais t'arrêtes pas de gagner depuis tout à l'heure ». Et moi, je suis là... Ah bon? J'arrête pas de gagner au jeu. Ok. J'étais... J'ai pas réussi à leur dire qu'en fait, j'ai fait une amnésie, en fait. Mais je pense que, comme je l'ai dit, je sens pas les switches venir et je pense qu'il y a un truc au contrôle qui est arrivé parce que je pense que le stress par rapport à Chloé a pris trop d'ampleur. Et encore une fois, ça, c'est des choses que je ressens pas. C'est vraiment la dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai senti une angoisse monter où je faisais que cogiter par rapport à quand j'ai su que Chloé était en couple, etc. Mais j'ai pas senti que c'était non plus hyper intense. En fait, j'ai l'impression que mon système, il essaye de tout camoufler pour me protéger, en fait. Comme pour le sommeil. J'ai l'impression que c'est une part qui est là, mais en fait, auquel moi, je vais pas avoir accès pour me protéger. Et c'était très flippant. J'avais juste l'impression d'être folle quand mes potes me disaient... et j'avais vraiment cette sensation de... Comme si je me réveillais d'un rêve. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et quand ils m'ont dit que je faisais que gagner, j'étais là dans ma tête. Ah bon, moi depuis tout ce temps, je pensais perdre. Enfin, je sais pas. Enfin, grosse confusion au niveau des souvenirs. Ça m'a beaucoup perturbée. Et j'ai réussi à en parler quand je suis arrivée à l'hôpital. J'ai réussi à dire que j'ai eu un gros blackout, une grosse amnésie. Et Rania, l'infirmière, qui est très spécialisée en psychiatrie, elle s'y connaît beaucoup sur l'amnésie traumatique, etc. J'ai réussi à lui dire que j'avais un TDI. J'ai réussi à lui dire et on en a parlé avec elle, elle s'y connaît un petit peu, elle a déjà vu sur les réseaux, patati patata. Et direct, elle m'a dit, ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, une autre partie a pris le contrôle du corps à ce moment-là. Et je lui ai dit oui, je pense que c'est ça qui s'est passé. Elle m'a demandé si je savais combien de temps ça a duré, j'en ai aucune idée. Peut-être 5-10 minutes, une bonne dizaine de minutes. Je sais pas, je sais pas. Et j'ai pas osé demander depuis quand on a commencé à jouer. Je sais pas, mais... ça m'arrive hyper rarement. Et c'est ça que je comprends pas parce que j'ai eu plein de périodes de stress depuis que je suis hospitalisée ici. Mais j'ai pas eu de blackout complet, donc je comprends pas pourquoi là j'ai eu un blackout complet, je sais pas. J'ai dû prendre un si besoin du coup, et là quand je suis revenue à l'hôpital, je leur ai demandé si je pouvais prendre mon deuxième si besoin. Et je pense que ce soir je vais prendre un troisième si besoin parce que mais encore une fois, je sens pas que c'est mes émotions, je sens qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui est flippé à mort. Je sens une angoisse de ouf. Mais je suis pas connectée à cette angoisse, c'est hyper perturbant. Du coup, moi en fait, j'ai pas l'impression que c'est intense, mais je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose pour qui c'est très intense. Je pense que c'est la part anxieuse qui a été touchée. Je pense que c'est la part anxieuse qui a été touchée quand elle a su que Chloé était en couple. Je pense qu'il y a plusieurs parts, et surtout la part anxieuse qui, comme je l'ai dit, elle voit Chloé comme limite une figure d'attachement. Elle l'a mis au même stade qu'une figure d'attachement. Et perdre le lien avec elle, c'est comme revivre l'abandon de ses parents. Revivre tous les traumas avec ses parents. Et là, en fait, pour elle, c'est définitif, quoi. Là, ça veut dire que c'est vraiment une perte de lien et que son espoir d'écrire une lettre pour Chloé, c'est mort. Et il y a un autre côté de moi qui ressent de l'injustice et aussi ce fait qu'on a été berné et qu'en fait, on n'était pas fous, en fait. On portait la relation toute seule. Quand je lui ai dit que je ferais plus d'efforts, que je laissais la porte entrouverte, mais que ce serait à elle de faire des efforts pour me montrer une certaine réciprocité, parce que moi je ne sentais pas la réciprocité dans le lien. Alors qu'à chaque fois elle me disait que je lui manquais, patati patata.
Euh, mais je pense qu'en fait, elle est très très immature émotionnellement. Mais je suis pas la seule à le penser. Lorenza de la résidence, elle me l'a déjà dit que Chloé, elle est très immature au niveau émotionnel encore. Que ça se voit, que c'est une enfant qui a très peur du regard des adultes et des autres, qui a besoin de se sentir appartenir à un groupe et qui est un peu dans la performance sociale. Et il y a tout ce côté de moi où je sais qu'elle a été ambiguë de son côté. Je sais que je suis passée par là. Moi, je suis passée par un profond déni de ma bisexualité. J'ai encore de gros problèmes d'acceptation. Je serais incapable de me balader dans la rue avec une fille devant tout le monde, par exemple à Paris. Je me sens pas du tout capable. Et je sais reconnaître en fait, parce que je l'ai moi-même vécu, et je sais pertinemment que Chloé, elle a ressenti un truc pour moi, même si elle dira à tout le monde que non, que c'est moi qui suis folle, que j'interprète mal, tout ça. Il y a eu trop de signes. Il y a eu beaucoup trop de signes que je raconterai pas, parce que déjà, il y en a eu tellement trop que j'ai pas du tout accès à toutes les mémoires. Mais il y en a eu beaucoup trop. Il y en a eu beaucoup trop. Et ça me tue, je me suis fait berner pendant 1 an, quoi. Je me suis fait berner pendant 1 an. Donc c'est... Je sens un truc qui veut pleurer, mais je sens un autre truc qui veut bloquer. Ouais. Je sens quelque chose qui veut chialer et un truc qui bloque, la part qui veut pleurer. C'est cette part qui bloque, elle me saoule, elle est souvent là en thérapie. Et c'est elle, une fois, je m'en étais pas rappelé la dernière fois, mais j'avais dit que moi, dans mon TD, j'entendais pas des voix. Enfin, en fait, ça m'a déjà arrivé d'entendre des voix, mais sinon, la plupart du temps, c'est des pensées qui me sont imposées. Olympe, elle en parle dans Ça commence aujourd'hui. Justement, elle emploie le même terme que moi, elle dit que c'est des pensées qui lui sont imposées. Et si je pouvais comparer avec une personne lambda qui n'a pas de TDI, ça ressemblerait le plus à des pensées intrusives. Sauf que là, c'est vraiment des pensées de parties dissociatives qui existent réellement. C'est pas juste des pensées qui viennent de toi, là, c'est vraiment qui viennent de parts dissociées. Et souvent avec des voix différentes, des voix d'enfants, des voix plus âgées, tout ça. Et la part qui bloque, une fois, on a essayé de communiquer avec elle en séance de thérapie avec ma psychologue. Et j'ai un très fort sentiment de dépersonnalisation quand j'en parle. Un très fort sentiment de détachement en me demandant est-ce que c'est réel ou pas. Est-ce que je mens? Est-ce que je me suis fait des films? Mais j'essaye de me dire que ça s'est vraiment passé. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup perturbée. J'en avais parlé par mail à ma psychologue. Où la part qui bloque, elle m'avait répondu, c'était un homme âgé. Sa voix était très grave et très âgée, quoi. Et ouais, la part qui bloque, en fait, je vais jamais entendre sa voix. Ça va surtout être des pensées qui vont m'être imposées ou des états qui vont m'être imposés. Par exemple, une part qui veut pleurer et hop, quelque chose à l'intérieur de moi qui bloque et auquel j'ai pas le contrôle. Et là, c'était la première fois que cette part-là, j'ai entendu sa voix. Parce que sinon, j'entends pas de voix, en fait. C'est vraiment des pensées qui me sont imposées et que j'essaye de comprendre. Olympe, elle en parle très bien dans Ça commence aujourd'hui, que en fait, elle essaye d'interpréter en fait ce que les parts essayent de lui faire comprendre, parce que c'est vraiment des émotions qu'on t'impose. Je sais pas comment expliquer. Mais Olympe, elle en parle très bien. Si ça vous intéresse, dans Ça commence aujourd'hui, elle en parle très bien. Je me rappelle quand j'avais à peu près 17 ans, j'avais entendu la voix d'un petit garçon qui devait avoir 8 ans à l'intérieur de moi et qui appelait sa maman. Ça a duré pendant au moins 5 minutes, je l'entendais appeler maman, 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 maman. J'avais l'impression d'être tarée à ce moment-là. Et pourtant, il y avait personne, il n'y avait aucun gosse autour, il n'y avait aucun gosse dehors. C'était vraiment à l'intérieur de ma tête et c'était une voix très lointaine. C'était trop bizarre. Donc je sais que j'ai des parts garçons. Après, la part garçon de 8 ans, je ne l'ai jamais ressenti. C'était vraiment la première fois que je l'ai entendu, mais sinon je l'ai jamais... Je sais pas qui c'est, en fait, je sais pas qui c'est. Je sais juste que elle est là parce que je l'ai déjà entendue une fois, mais je sais pas qui c'est.
Donc ouais, moi j'entends pas. Et c'est ça aussi dans les sites sur internet et tout, ils parlent souvent qu'on entend des voix et tout. Mais en fait, souvent ça va pas forcément être des voix, ça va plus être des pensées qui te sont imposées. Et en fait, ça va te faire penser à des voix. Moi, quand je vais en parler comme si c'était des voix parce que, en fait, je vais pas entendre une voix. Enfin, en fait, c'est trop complexe à expliquer. Ça se rapproche vraiment des pensées intrusives. Ça se rapproche vraiment de ça. Sauf que là, ça vient vraiment de choses qui ne sont pas toi à cause de la dissociation. Donc voilà, après ça m'a fait du bien. Après, quand j'ai repris un peu le contrôle du corps, ça m'a fait beaucoup de bien. Je les ai beaucoup remerciés. Tania, elle s'en voulait énormément de m'avoir dit ça sur Chloé, mais je lui ai dit que c'est un mal pour un bien parce que ça va je préfère qu'on soit honnête avec moi, qu'on me le dise là, en plus quand je suis dans un cadre sécurisé à l'hôpital pour pouvoir travailler là-dessus, plutôt que de la prendre sur le qui-vive à la résidence et où là je me retrouve avec des parts traumas réactivés et où je dois être hospitalisée en fait. Donc je l'ai au contraire remercié d'avoir été honnête avec moi, que je pense que je lui en aurais voulu si elle me l'avait pas dit, parce que moi je suis quelqu'un qui prône vraiment, pour que j'ai confiance en toi, enfin, il faut vraiment que tu me dises les choses en fait. Si tu me caches une chose, je vais pas t'abandonner parce que je suis quelqu'un qui... Je persévère beaucoup dans les relations, surtout quand j'y tiens. Mais ça brise quelque chose. Ça brise une certaine confiance que j'avais. Et donc je lui ai dit vraiment, t'as très bien fait. Certes, j'en souffre, c'est normal. Mais c'est un mal pour un bien. De toute façon, j'allais le savoir tôt ou tard. Il vaut mieux que je le sache dans cet environnement sécurisé qu'à l'hôpital, dans tous les cas. Donc maintenant, il faut que je fasse un gros travail sur moi, sur vraiment faire comprendre à cette part anxieuse. Mais le problème, en fait, c'est que c'est pas juste une part normale, c'est une part qui a son propre âge, qui est très jeune. Et qui est autonome et c'est compliqué. C'est comme si je devais faire comprendre à un autre enfant qui n'est pas moi que cette personne-là, elle s'est fait des illusions, elle s'est fait berner et que quelque chose de mieux l'attend, mais que ce ne sera pas cette personne. Et en fait, elle a l'impression que en fait, cette part anxieuse, c'est comme s'il y avait une corde qui la liait à Chloé. Et en fait, si elle coupe le cordon, c'est comme si elle coupait l'amour de ses parents qu'elle n'a jamais obtenu. C'est très... Enfin là, c'est ce que ça me dit, en tout cas à l'intérieur. Du coup, en fait, elle n'arrive pas à lâcher. En fait, il y a tout devant nous qui nous montre que Chloé, en fait, on n'est pas du tout compatibles. On le serait si Chloé faisait le travail sur elle-même et gagnait en maturité, mais là, à l'heure actuelle, on n'est pas du tout compatibles. Et la manière dont elle nous traite aussi, enfin, on mérite beaucoup mieux. Mais cette part anxieuse, elle n'arrive pas à couper le cordon et je sais pas comment lui faire comprendre en fait, parce que du coup elle recommence à me faire ruminer. Du coup je pense que je vais demander à augmenter le risperdal si ça continue demain. Je sais que c'est pas une solution parce que du coup ça empêche cette part-là que ces ruminations continuent et donc de m'atteindre moi. Et d'un autre côté, c'est un peu effacer ses émotions. Au final, je travaille pas sur ses émotions à elle, mais le truc, c'est que ça prend trop de place et c'est chiant. Et donc voilà, perme compliqué, mais à la fois, j'ai pris du plaisir. J'ai mangé une bonne salade, burrata, tomates, pesto vert. C'était succulent. Alors, j'ai pas pu finir avec ma sleeve, parce que je me suis fait opérer d'une sleeve, donc j'ai un bébé estomac. Je me suis fait opérer le 24 février 2026, donc ça fait pas très longtemps. J'ai déjà perdu plus de 30 kilos. Donc j'ai pas pu la manger en entier. La burrata, je l'ai mangée en entier. C'était succulent. Et les tomates, j'ai pas pu. Donc John a fini l'assiette parce qu'il avait faim. Et après, une petite pina colada, mais sans alcool. Et, parce que je déteste le rhum en plus. Mais c'était incroyable. Elle était trop bonne. Elle était trop bonne, donc j'ai vraiment quand même passé un bon moment malgré le blackout que j'ai eu et l'angoisse et les cogitations quand j'ai su pour Chloé. J'ai quand même réussi à passer un bon moment, ça m'a fait du bien. Donc voilà, je voulais faire une vidéo notamment pour me rappeler parce que je suis sûre qu'il y a moyen que le blackout que j'ai eu hier, je ne me rappelle pas dans les jours qui suivent.
Donc je vais re-regarder cette vidéo et ouais, je vais regarder cette vidéo peut-être en boucle en fait pour que mon cerveau il enregistre que j'ai eu un blackout et surtout pourquoi. Parce que c'est pour ça qu'aussi faire des vidéos ça m'aide parce qu'en fait je les regarde en boucle et du coup mon cerveau il enregistre beaucoup de choses. Vu que ma mémoire elle marche beaucoup par répétition. Et donc en fait ça me permet de ne pas oublier certaines choses que si j'avais pas fait ce travail là de répétition, bah, je m'en souviendrais plus. Comme les flashbacks que j'ai eu, etc. Si je m'en souviens, c'est uniquement parce que je les avais notés dans mon téléphone. J'avais même fait des dessins pour représenter. Sinon, je m'en souviendrais pas. Donc voilà. Tout ça pour dire ça. J'avais besoin de faire une vidéo. En plus, ça faisait quelques temps que j'en avais pas faite. Donc voilà. Et puis samedi prochain, j'ai rendez-vous à la manucure. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Dans 3 semaines, j'enlève mes tresses. Je laisserai une semaine de repos. Puis après, je les remettrai. Je pense que ça va être ma nouvelle coupe parce qu'en plus, c'est une super stratégie. La part qui s'arrache les cheveux, bah, elle s'arrache plus les cheveux là. Ouais, elle s'arrache plus du tout les cheveux. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà.